Bonsoir et bienvenue dans votre émission musicale Mélodie Nocturne. Nous allons commencer comme tous les vendredis par le coup de cœur de la semaine, cette fois-ci de Jazz Magazine. Nos amis et partenaires de Jazz Magazine ont choisi un morceau de musique qu'ils considèrent être une révélation, un choc. J'avais prévu un discours avec plein d'adjectifs, vous expliquer à quel point Samara Joy était une chanteuse incroyablement swing, qu'elle avait une voix délicate, puissante. J'avais prévu plein d'explications pour vous dire à quel point ce disque de Noël tombait parfaitement bien, ce disque de Noël 100% jazz. Et puis je me suis dit, finalement, il vaut mieux ne rien dire, appuyer sur play et écouter. Elle est tout simplement magique. Samara Joy, le coup de cœur de Jazz Magazine. Out of this mood, can't get over this feeling, can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, the thrill should have been all gone by today, in the usual way, but it's only your arms I'm out. This dream, what a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh, tell you that I love you, but I'm saying it and I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Too appealing, the thrill, it should have been all gone by today, in the usual way, but it's only arms I'm out of, can't get out of this dream, what a fool to dream of. Bonsoir encore à nouveau, mais cette fois-ci sur ce plateau avec nos deux invités. Quelle chance j'ai de vous avoir à mes côtés, William Christie, claveciniste, chef d'orchestre, organisateur de festivités musicales, autant passionné par le lyrisme de la musique baroque, par son intelligence et sa subtilité, mais aussi par le show, par ce qu'on entend et par ce qu'on voit. Merci d'être là. Ravi. Je vous voyais battre du pied. Oui. Il y a ce sont des choses que j'aime beaucoup. Vous êtes né à Buffalo, aux États-Unis. Ouais. Le jazz, c'est un peu... Oui. J'étais bercé avec cette musique. Mais dans la musique baroque que vous défendez, donc 17e, 18e siècle, il y a du swing, il y a de... Mais on dansait à cette époque-là. Et d'ailleurs, la musique, le milieu musical en France était surtout un milieu où on dansait à la musique. Théotime Langlois de Swart, merci d'être avec nous aux côtés de William Christie. Vous participez à un album qui vient de sortir, qui est absolument merveilleux, sur les symphonies parisiennes de Haydn, où vous jouez un concerto que je ne connaissais pas et qui m'a vraiment renversé, avec un mouvement lent qui m'a mis les larmes aux yeux. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, je vous l'avoue. Je voulais vous raconter une petite histoire pour commencer. J'avais un ami gitan, musicien, qui me disait, quand on fait de la musique avec quelqu'un, on a le même âge. Il n'y a pas de différence d'âge. Qu'est-ce que vous en pensez ? La musique est un langage qui finalement n'a pas besoin d'âge. C'est-à-dire quand on parle le même langage, on s'exprime en musique, on dialogue en musique. Et finalement, en fait, on s'est trouvé dans ce répertoire de musique française début 18e. Et c'est vrai que... Mais c'est vrai ce que dit Michel. Est-ce que je sens mon âge ? Et d'ailleurs, nous avons, je crois, une différence d'une 50aine d'années. Est-ce que je sens mon âge quand je joue ? Est-ce que je suis fatigué ? C'est ça ma question. Est-ce que je suis fatigué quand je joue ? Je peux arriver un peu fatigué pour un voyage. Vous étiez à Tokyo il y a 24 heures, 48 heures. Mais finalement, non, j'éprouve une sensation de jeunesse. En tout cas, je suis en forme. Et la musique, c'est ça. L'élixir de jouvence dont vous parlez,
Je vous propose d'en écouter un extrait. Je ne pense que quelques gouttes suffiraient même au-delà de 90 ans. Haydn, symphonie. Immensément complexe, tu vois. Vous parlez de simplicité, de complexité, mais aussi ce merveilleux équilibre. Pourquoi vous avez choisi ces symphonies de Haydn? Haydn me fascine et c'est une fascination qui, comment dirais-je, qui m'accompagne depuis un long moment. Mais en arrivant à mon âge maintenant, il devient indispensable. C'est un homme que j'admire énormément. D'abord, les idées parfois sont très, très simples, très courtes, simples, n'est-ce pas, harmoniquement, ou une simple petite mélodie, ou un simple petit rythme. Mais subitement, on se rend compte du fait qu'il a le besoin de compliquer les choses aussi. Parfois par humour, oui, il a On sent une grande humanité en plus. Oh, c'est un homme, n'est-ce pas, qui, oui, l'humanité, c'est son deuxième nom. Ça fait partie des compositeurs, je dirais, qui peuvent nous toucher en deux mesures de sa musique. Exactement. On peut saisir à la fois sa spécificité et finalement, il nous touche avec si peu de notes. Et c'est vrai que le deuxième mouvement dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est assez touchant parce que ça commence justement avec une gamme de fa majeur toute simple. Exact. C'est vraiment le b.a.-ba du solfège. Justement, on vient à ce moment extraordinaire dans ce disque où vous jouez ce concerto. Pourquoi vous l'avez choisi? Comment ça se passe? J'ai dit, tiens, lui, plutôt que lui, il y a... J'écoute pas. Mais c'est évident. Il n'écoute pas, oui. Haydn est un symphoniste. Bien sûr. Mais c'est aussi quelqu'un, n'est-ce pas, qui aime certains instruments. Et le violon était l'instrument de choix au XVIIIe siècle, et surtout à cette époque-là. Est-ce qu'on connaît bien ces concertos pour violoncelle ou pour violon? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Moi, quand j'ai imaginé une collection de symphonies, pourquoi pas d'abord les symphonies de Paris? C'est pas très connu et Haydn a fait un effort colossal pour plaire à un public qu'il ne connaissait pas, le public parisien. Parisien, oui. Et d'ailleurs, on sent qu'il a bien ciblé, n'est-ce pas, le goût parisien. Un tout petit peu... Il y a de l'Italie un peu aussi. Un petit peu mondain, un petit peu flashy, oui, des grands effets, voilà. Mais je me suis dit, il faut que ça soit accompagné par un grand soliste. Mais j'ai opté pour les jeunes. Et vous avez bien fait. on a commencé avec un jeune violoncelliste qui a joué un concerto. Et puis... Théotime est arrivé. Alors j'ai dit, écoute, on s'entend bien. Et... Alors, William, là, il y a un point crucial dans cette histoire. C'est que normalement, vous êtes chef d'orchestre aussi, vous dirigez. Et là, vous vous êtes aperçu finalement, d'après vis-à-vis des musicologues, que ça ne se dirigeait pas, mais de cette manière-là, habituelle. Et donc, vous avez demandé à Théotime de diriger. Mais vous savez, au risque peut-être d'offenser un certain nombre de mes collègues, je peux constater que un grand nombre d'orchestres sont trop dirigés. Est-ce qu'un orchestre peut tout simplement assumer la responsabilité, avoir un petit peu de liberté? Oui. Alors, pourquoi diriger Théotime et un orchestre quand Théotime peut diriger tout simplement avec son archet, comme on faisait à l'époque? Mais il est allé s'asseoir dans l'orchestre. Racontez-moi ça. Oui. C'était un moment assez touchant parce que moi, j'ai commencé mon parcours musical professionnel aux Arts Florissants. J'ai fait partie des membres juniors.
qu'en fait, j'avais 18 ans, j'entrais au Conservatoire de Paris en violon moderne, en violon au répertoire 19e romantique. Et en même temps, je faisais une première tournée de concert avec l'ensemble des Arts Florissants, avec les grands motets de Rameau et Mondonville. Ah, Et donc, magnifique. c'était absolument incroyable pour moi de découvrir ce métier au contact de très grands artistes, notamment comme William, le plus grand pour la musique baroque, vraiment, et avec cette dramaturgie, cette théâtralité, cette grande force qu'on met dans la musique, cette grande expressivité qu'on met dans la musique baroque, ce qui n'est pas le cas de tous. Non, mais c'est vrai, c'est assez unique aux Je n'ai Arts pas Florissants. payé. On dirait. Et donc, j'ai vraiment été formé dans le terreau Mais de alors, justement, Arts Florissants. Vous avez été formé, les Arts Florissants, donc, qui est l'orchestre, le rêve, la passion, ce qu'a fondé William Christie, ici présent. Mais quand on revient et qu'on a été étudiant et qu'on revient dans l'orchestre pour être chef, comment vous en regardez les autres musiciens? Alors, j'étais pas vraiment chef, c'est vrai que je jouais en tant que soliste. Enfin, vous mais dirigez avec votre archet, votre corps. Les musiciens m'ont accueilli comme un membre de la famille qui revient après un long voyage. Et j'ai eu l'impression vraiment d'une grande complicité avec l'orchestre. Et c'était un beau moment de Et partage. ça filait pas les chocottes d'avoir William Christie dans l'orchestre en train de regarder comme ça ou... Ah mais si, mais c'est le jeu. C'est justement, en fait, qu'est-ce que c'est diriger? Des fois, c'est regarder. C'est regarder... Le charisme et le regard, c'est important comme pour un chef Énorme. Oui. De pouvoir... d'être là, quoi. Vous savez, les moyens sont à la fois sophistiqués et simples. Un simple regard, n'est-ce pas on ne vise pas, n'est-ce pas, avec un regard menaçant, n'est-ce pas? Vous faites ça à un corniste, n'est-ce pas? Alors là, c'est terminé. Oui. Dites-moi, là, il y a une question de transmission quand même. C'est quoi la transmission, votre idée de la transmission? La transmission. Intergénérationnelle, évidemment. Mais qu'est-ce que je peux transmettre à ce garçon? Mais effectivement... Qu'est-ce que vous pouvez transmettre? Le simple fait est que parfois, moi, je suis inutile. Et peut-être, lui, il a la possibilité de prendre une collectivité, un orchestre, et avoir davantage d'idées et d'avoir une certaine éloquence en jouant et en dirigeant. Ça, c'est bien. Ça, c'est la complicité. On va écouter, puisque ce concerto n'est pas la première fois où vous collaborez, où c'était ce phénomène de cette rencontre intergénérationnelle. On va écouter un duo où vous êtes tous les deux en train de jouer. Cette attirance pour le clavecin, parce que c'est au clavecin qu'on va vous entendre, c'est depuis toujours, c'est la sonorité, c'est cette netteté, cette transparence du son qui vous a attiré? J'avais peut-être 8 ou 9 ans. Ma grand-mère m'a amené à la grande salle de concert à Buffalo. D'où vous êtes originaire? Oui, oui, c'est ça. Et là, j'ai entendu pour la première fois un clavecin, joué par un claveciniste, qui était en effet un ami à ma grand-mère et ma mère, et qui portait un nom raciste, il s'appelait Squire Haskin. Il dit Squire, comme un Squire, mais il n'était pas du tout. Mais c'était la fascination avec ce son, cette sonorité. Ça m'a absolument, ouf! On vous écoute en duo, tous les deux. C'est Jean-Baptiste Senailly, que j'ai découvert grâce à vous. C'est la sonate en sol mineur, la gavotte. Alors, évidemment, gavotte, c'est une danse, n'est-ce pas? Absolument. On écoute. Tim William, où a été enregistrée cette belle vidéo? Comme on parlait de jazz tout à l'heure, on pourrait dire live at Fontevraud. Parce que je vois d'ailleurs vos deux pieds qui font... Mais c'est une magnifique gavotte de Senaillé et on a la chance d'avoir pu redécouvrir en quelque sorte ce compositeur, Jean-Baptiste Senaillé, illustre virtuose du début du XVIIIe siècle. Et donc ça a été tourné pendant l'ère Covid où on a fait beaucoup de captations, beaucoup d'enregistrements. Et c'était un très beau moment de partage musical dans une magnifique acoustique. Quand vous êtes arrivé à Paris en 72, c'est ça? Non, 70. 70. La scène baroque, elle était incroyable. Il y avait Christophe Auguste, Trevor Pinnock, il y avait Gustave Léonard, il y avait Tom Koopman, il y avait
quelle jeunesse incroyable. Vous étiez au bon endroit, au bon moment, pour faire de la musique baroque française. Surtout en France. Car vous citez un Il y avait la nombre- Hollande aussi, il y avait l'Angleterre. il y avait- vous citez un nombre d'illustres anglais et hollandais. Il y avait Il y des... a un Américain. Oui, mais j'ai opté pour je crois, une solution, disons, c'était très personnel. J'avais quelques problèmes existentiels avec mon pays d'origine. C'était le moment de la guerre au Vietnam. Ah oui. J'ai fait partie des milliers de jeunes gens qui ont quitté L'Amérique à cette heure. l'Amérique à cette époque-là. C'était très intense. Mais je savais où je voulais aller. Et ce n'était pas en Hollande. Tout le monde était à Paris, c'est ça? C'était la France. Et là, c'était tout simplement parce que j'ai vécu tout simplement mon enfance avec deux parents qui adoraient la France. Mais adoraient. C'était une sorte de nécessité. L'esprit Je dirais. français, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi Vous êtes français depuis quand? Depuis, je suis naturalisé en 95. Vous souvenez quand vous avez été naturalisé? Hein? Vous vous souvenez de la cérémonie de naturalisation? Oui. C'était émouvant, n'est-ce pas? Je me souviens surtout, des 10 ans, n'est-ce pas, qui précédaient effectivement. Quand vous entendez parler de cette jeunesse incroyable qui a vécu à Paris, etc., est-ce que ça ressemble un peu à ce qui se vit aujourd'hui quand on est jeune? J'ai l'impression, en tout cas, qu'on trouve comment on appelle ça, c'est-à-dire les interlocuteurs pour pouvoir s'exprimer en musique. Et ça peut être entre les générations ou aussi dans ma génération, j'ai rencontré les personnes avec qui j'ai Sauf joué. qu'à son époque, c'était des révolutionnaires qui allaient contre le système. Il fallait On n'est dépoussiérer. pas révolutionnaires, nous. Ah ben, je ne sais pas. On va écouter 3 révolutionnaires. Thomas Dunford, Senaillé, Thomas Dunford qui joue du théorbe, et vous deux, qui jouent donc une sonate en do mineur. Et donc on peut parler, donc, si j'ai bien compris, de 3 révolutionnaires. Oui. William, là, les images, c'est chez vous, en Vendée. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est la Vendée pour vous? C'est quoi cette maison? La maison, c'est mon havre, c'est mon refuge. C'est un lieu qui m'est nécessaire. Car en effet, il y a la maison, mais il y a autour de la maison, jardin. Il y a le jardin. Et dans ce jardin, qui est fort beau, il y a un potager qui mène directement à la cuisine, qui est fort votre autre nécessaire, passion, voilà. n'est-ce pas? Donc, quand je reçois mes amis musiciens, il y a la musique, mais il y a quelques légumes et quelques fruits, et puis des bons repas qui sont plus ou Et moins... quelques citrons. Et quelques citrons. Oui, oui. Vous avez une expression qui m'a beaucoup intrigué. Vous dites « il faut jouer pour convaincre ». Et pour ça, il y a aussi la brillance. Et Qu'est-ce que c'est la Il faut brillance? jouer ou il faut chanter. Ça dépend des programmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout Expliquez-moi. simplement, c'est la transmission. Pour moi, la chose la plus importante pour moi musicalement, c'est de partager musique, mais l'émotion et les sensations, n'est-ce pas, qu'on puisse effectivement envoyer comme message. La transmission, quoi. La transmission. Vous êtes d'accord avec cette définition? Absolument, mais c'est vrai que quand William dit souvent, avant de monter sur scène, jouer pour convaincre, il y a aussi cette idée de la rhétorique baroque, c'est-à-dire de convaincre par le texte, convaincre par finalement un texte qui est tellement fort qu'il faut l'amener aux gens. C'est-à-dire que nous, on transmet un texte qui nous a été, en fait, finalement, qui était écrit au XVIIIe, on doit le transmettre d'une manière instantanée, spontanée,
et aussi évidemment expressive et avec notre expression du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on est des interprètes d'aujourd'hui qui interprétons une musique ancienne de 300 ans, mais qui redevient, enfin qui devient nouvelle à nouveau, quoi. Alors, vous nous amenez voir des spectacles qui durent 3 heures, avec des récitatifs qui n'en finissent plus, avec une musique qui a 300 ans, et vous électrisez tout ça, et vous faites de chaque concert, non pas un spectacle, mais une expérience. Ça, c'est un compliment que j'apprécie beaucoup. Il est sincère. Mais je sais. Vous dites effectivement ce qui me préoccupe depuis un long moment. La spontanéité, un moment, n'est-ce pas, qui sort de l'ordinaire. Je dis assez souvent, si ce n'est pas chanter pour convaincre, c'est essayer de me surprendre. Eh bien, on va être surpris, tout de suite, très simplement. On va regarder The Fairy Queen. Oh, n'est-ce oui. pas? C'était la 11e édition des Jardins des Voix. Alors, les Jardins des Voix, très brièvement, vous pouvez m'expliquer ce que c'est cette... C'est très simple. C'est moi qui était en manque je dirais, d'enseignement. J'étais... Et encore les jeunes. Et encore Deux aider fois les dans jeunes. ma vie, j'étais d'abord, j'ai passé une quinzaine d'années avec le Conservatoire national supérieur de musique à Paris. Et puis, ma vie musicale, professionnelle m'empêchait d'assurer la régularité, qui est important quand on enseigne. Bien sûr. Mais au bout de quelques années, j'étais frustré. Donc, nous avons trouvé une solution. Tous les 2 ans, nous avons une académie, Jardin des Voix. Jardin. Avec un X, oui. Oui, voilà. Exactement. Et là, c'est une forme de pédagogie, mais ponctuelle. Tous les 2 ans. Alors, on parle de spectacle total. William Christie, surprends-moi, avec les arts florissants, bien sûr. Alors, avec une chorégraphie de Mourad Merzouki, bien sûr. En fait, vous adorez danser, non? Oui. Eh oui. Oui. C'est pour ça que vous avez choisi la musique baroque, parce que c'est une musique qui se danse, quoi. Oui. Eh bien, figurez-vous que dans les questions surprises qui vous sont adressées, il y a une danseuse et chorégraphe qui a une question pour vous. C'est Blancali. Ah, la Mon Blanca. cher William Christie, travailler avec toi est toujours un grand plaisir pour moi. J'adore ton exigence, ta capacité de travail, ton énergie. Tu es drôle. J'aime beaucoup travailler avec toi et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as jamais pris un cours de danse? Je crois. Est-ce que tu as déjà pris un cours de danse, vous demande-t-elle? Ah, oui, mais j'ose vous dire que c'était un tout petit peu guindé et un petit peu BCBG. À l'âge de 9 ou 10 ans, de ballroom dancing. Il y a un petit bled pas loin de Buffalo où j'ai appris effectivement danser correctement. Ah oui, n'est-ce pas? les Voilà. danses de salon très élégantes. Oui, oui. J'ai retrouvé un document de l'INA qui vous concerne, de 1975, qui me semble extrêmement intéressant, car vous définissez déjà, j'allais dire presque en début de carrière, ce que vous pensez et votre idée de la musique. Vous parlez de mise en scène, de configuration historique, du rapport au visuel, du rapport au théâtral. William Christie est 100% déjà là. Je vous propose d'écouter cette archive incroyable. Je crois que tu peux exagérer ces contrastes de dynamique quand tu tends ta main vers Clory. Ça fait partie de la musique baroque. On exagère le geste. Les contrastes doivent être extrêmement marqués et soulignés. Un peu de gestique entre vous deux, ou au moins un contact plutôt comme deux comédiens. N'oubliez pas aussi que ça a été donné
à la cour de Mantoue, en Italie, par les musiciens de Monteverdi, devant la cour, et certainement avec une petite mise en scène. Il parle même de ce qui se passait. Chacun de vous, vous tenez un instrument à la main et vous répondez avant l'entrée du chœur. Alors, travaillons ce côté, disons, visuel et théâtral. Dans la musique, il faut exagérer. Je trouve ça magnifique. Dans la musique, mais il y a plusieurs façons d'exagération. Je dis très souvent aux jeunes, pour apprendre quelque chose, un élément de style, n'est-ce pas, il faut l'exagérer. Ensuite, on peut l'adoucir, on peut le peaufiner. Mais après? Mais il faut vraiment, pour peut-être apprendre, il faut exagérer. Mais aussi, les émotions dans une musique baroque, ou tout art baroque, c'est une sorte d'exagération. C'est parce qu'il faut convaincre. L'art baroque, n'est-ce pas, à ses origines... En fait, pardon de vous interrompre, mais quand je vous entends convaincre, vous parlez comme un séducteur, en fait. Ou comme un prédicateur, ou comme un missionnaire. Moi, je préfère séducteur. Est-ce que vous n'êtes pas un séducteur, finalement? Totalement. Ça marche? Et je l'avoue. Dans ce livre que je vous conseille, qui s'appelle « Cultiver l'émotion », un livre d'entretien qui est absolument remarquable, vous finissez par cette phrase en reconnaissant que vous êtes un séducteur. Est-ce que quand on est séducteur en musique, tous les coups sont permis, tous les effets sont permis pour avoir le succès du public? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle dans les traités baroques anciens, on appelle ça le bon goût. Et en fait, le bon goût, on pourrait dire que c'est la sincérité. C'est-à-dire quand le public ressent la sincérité de l'interprète, il peut être séduit par un sentiment sincère. Ça, on dirait presque une phrase qui pourrait être dite dans les tragédies lyriques. Oui, absolument. Et en fait, tout se joue dans la sincérité. Et finalement, ça crée une proximité aussi avec le public, Oui. avec aussi les autres musiciens. Et quand c'est fake, c'est fake. Donc, c'est-à-dire que si on exagère et que ça devient fake, ça ne sert plus à rien. Impossible de vous recevoir, William Christie, sans parler de la voix. Qu'est-ce qu'il vous séduit dans une voix, que vous dites elle ou lui, plutôt que lui ou elle? Qu'est-ce qui est le plus, la petite chose qui fait que William Christie tombe amoureux d'une voix? Qui me préoccupe. Mais comment se fait-il que maintenant, quand on fait des auditions pour ce fameux Jardin des Voix, je suis parfois entouré par mon associé ou d'autres membres des Arts Florissants. Et combien de fois on se regarde, puisqu'on était attiré, mais immédiatement par la voix, mais pas uniquement la voix. Le charisme? Un charisme fait d'une chanteuse ou un chanteur. Est-ce qu'on peut vraiment définir ce que nous ressentons? Oui et non. Eh bien, je vous propose une voix qui a du charisme et que je sais que vous aimez l'un et l'autre. C'est Léa Dezandre qui chante Ariodante avec les Arts Florissants. Oh. Et dès la première vocalise, dès la première voix, même si on ne connaît pas, on se dit « Ah ouais, c'est ça ».
On était en train de parler, on était dans le feu de l'action et tout d'un coup on s'arrête, on est sidéré. Oui. Comment on explique ça? C'est la magie, hein. C'est la magie la de magie. son timbre à elle et de sa La voix, présence. oui. La voix, évidemment, c'est le plus bel instrument qui existe. Car ça fait partie de nous, de notre corps. Mais il est aussi, c'est lié avec une chose importante, c'est un langage. C'est le verbe. C'est un message qui est non seulement musical, mais profondément, n'est-ce pas, lié avec la langue, avec un discours, avec un message, n'est-ce pas, que nous pouvons associer avec d'autres formes je dirais, d'utilisation de la voix humaine. Et ça me fascine. Vous dites la musique permet de croire en l'homme. Ça donne encore... Oui, je crois que très souvent, par exemple, avec Handel, Handel, pour moi, c'est parmi les derniers des grands humanistes de ce mouvement que j'adore, qui met vraiment l'homme dans le centre de l'existence, ce qu'il est capable de faire. Handel, à la fin du XVIIe, début du milieu XVIIIe, c'est le dernier soupir de ce grand mouvement humaniste. Vous vous définissez comme un humaniste, n'est-ce pas? Handel, absolument. Mais vous, je suis très fier de porter... un humaniste et un séducteur, c'est pas mal. Un jardinier, un cuisinier, un homme heureux. Vous définissez des ingrédients les plus importants, oui, oui. À part le violon, il y a quoi comme passion Vous êtes sans arrêt dans les avions, dans les salles de concert, etc. Ou il y a quand même du temps pour... beaucoup. Et c'est vrai qu'une des passions du voyage, c'est la cuisine. Donc, c'est-à-dire d'expérimenter différents types de cuisine. Et donc, c'est vrai qu'on va beaucoup dans des restaurants très différents. Donc, c'est vrai que... Le prochain enregistrement, le prochain disque, parce que vous travaillez beaucoup. Ben, c'était hier. C'était hier, mon dernier enregistrement. Et c'était à propos du Chevalier de Saint-Georges. Et Chevalier de Saint-Georges qui a fait la commande des symphonies parisiennes. Absolument. Et quand il était directeur du concert spirituel, ou alors du concert des amateurs, c'est aussi un très beau nom d'orchestre. Une dernière chose, parce qu'on doit évidemment parler de la soirée TSF Jazz. Nos amis de TSF Jazz qui, le 11 décembre, organisent une grande soirée à Pleyel autour du jazz avec Biréli Lagrène, le meilleur guitariste du monde, je vous le dis, Ibrahim Malouf, Baptiste Herbin, un saxophoniste époustouflant. Je vous propose, pour finir, de la musique romantique. Parce que c'est le coup de cœur de Classica et c'est un merveilleux Dvorak qui nous enchante avec un pianiste qui nous enchante aussi. Je vous laisse découvrir ce coup de cœur juste avant d'écouter votre live. On écoute Dvorak. Quand on se passionne comme la musique baroque du XVIIe, XVIIIe siècle, on s'intéresse à plein d'autres choses musicalement ou ça s'arrête au XVIIIe siècle? Non, mais pas du tout. Bon, la musique romantique, ça va, on peut en écouter? Moi, j'étais bercé, quand j'étais au collège aux États-Unis, par quel genre de musique? Janis Joplin, Frank Zappa. Vous parlez d'Aretha Franklin? Et Aretha. Frank Zappa, donc je vous conseille le grand numéro spécial de Jazz Magazine sur Frank Zappa. Aretha, d'abord, j'ai assisté au concert, oui. C'est certainement parmi les personnages les plus importants dans ma vie. Pourquoi? Parce que l'émotion du gospel, n'est-ce pas, la sensualité de cette musique. Mais en fait, vous parlez exactement de toutes les musiques. La sensualité, la générosité, la transmission, l'humanité. Merci à vous deux d'avoir partagé cet instant.
cet instant de joie, d'humanité et de beauté. C'est pas tous les jours à la télé. C'était ce soir, c'était dans Mélodie Nocturne. Et vous nous avez fait un cadeau merveilleux. Je vous remercierai jamais assez. On a fait rentrer sur ce plateau d'une chaîne info un gigantesque instrument qui est le clavecin. Le clavecin qu'on a fini par remonter via le monte-charge de la cantine, car il ne passait nulle part ailleurs. Et vous avez eu l'extrême générosité de vouloir jouer sur cette chaîne d'information. Qu'est-ce que vous nous avez joué, Théotime ? Alors, une gavotte de Jean-Marie Leclerc, un autre violoniste du début du XVIIIe, et c'est une gavotte pour 2 violons qu'on a transcrit pour clavecin et violon. Merci, messieurs. Surtout, Merci à vous. ne changez pas. Bonsoir.